marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki meton ouais. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Le Devoir nous appelle chaque vendredi et l'équipe de l'émission Les Grandes Contradictions est déjà sur ce plateau pour le compte de ce vendredi 27 octobre 2023 et c'est d'ailleurs le dernier numéro pour le compte de ce mois. Gaspard Diamossi, le vieux, bonsoir. Bonsoir, monsieur le jeune. Achille, bonsoir. Bonsoir, Gaspard Diamossi, on démarre par la rue Opina, le sujet proposé donc et traité par Fauzia Sefou et Kabiru à Djaddi. Est-ce normal qu'une femme entretienne financièrement son mari? Là, on parle de la vie des gigolos. Je voudrais d'abord m'interroger par rapport à l'inspiration de, de celle qui propose l'émission. Parce que chaque vendredi, je me surprends toujours par les sujets qui viennent. Parce que je me dis souvent que c'est pas facile, n'est-ce pas, d'aller vers ce genre de sujets. Mais elle a une inspiration fertile et je ne sais pas si c'est vécu ou pas, mais il faut déjà la féliciter pour ça. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, je n'ai pas envie de me faire passer pour un gigolo, mais j'ai envie de dire que qui ne veut pas se faire entretenir, même en tant qu'homme. Moi, j'ai bien envie de trouver une femme, une épouse, une copine qui m'entretienne et qui me fasse tout ce que je veux. Maintenant, bon, moi, je ne sais pas, l'analyse que la société peut faire de ça, je n'en sais rien. Mais je dis qu'il n'y a rien de mauvais à ce qu'un homme se fasse entretenir parce que c'est les clichés qui amènent à penser que c'est toujours l'homme qui doit entretenir la femme. Moi, je veux bien. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais je recherche, bien entendu. Donc, vous êtes un potentiel gigolo. Si vous. Donc, avis aux candidates. Elles nous régalent, là. Voilà. Achille Sou. Non, mais écoutez, bon, au-delà de la petite blague que Gaspard a voulu mettre. Qui t'a dit que je dans la chose, non, mais je voudrais quand même. Bon, me connaissant, bon, il faut atténuer, bien sûr. Je voudrais dire que, bon, en tout cas, en ce qui nous concerne ici, par rapport. En ce qui vous concerne. Nous concerne ici. Il s'agit de votre position. En ce qui nous concerne ici. Donc, si vous voulez savoir encore un peu plus, je vais clarifier en ce qui concerne la sociologie du Porte-Novien que nous sommes, ou du Béninois que nous sommes, en tout cas le Bénin du Sud, ou le Sud du Bénin. Avant Porte-Nouveau, il y a ça que tu savais. Je pense que dans l'ordre normal des choses, c'est le mari ou l'homme qui entretient la femme. C'est même une sociologie africaine, il ne faut même pas dire... Non, il y a quand même des cultures dans lesquelles le contraire... C'est rare en Afrique. On le constate aussi, mais il faut quand même dire qu'un responsable reste un responsable. Parce que si vous devriez exiger un certain nombre de choses de votre épouse ou de votre conjointe, il y a quand même des responsabilités que vous devez assumer. Si elle vous entretient, c'est que vous êtes à sa merci. Et en tant que tel, je crois que vous vous exposez. Vous vous exposez même à être traité comme qu'on appelle un vilomégon. Hein? Et c'est ça, d'abord, ce qu'il faut éviter, ou à la limite, ce qu'il faut dénoncer par rapport à ce sujet-là. Et je crois qu'il peut arriver que de temps à autre, la femme vienne en aide à son homme. Cela devrait même aller de soi.
Parce qu'il y a toujours des moments de difficulté, des moments de vache maigre, où si la femme est en mesure donc de venir en aide à son homme, elle devrait le faire pour montrer aussi tout son amour. Mais de façon ordinaire, je crois qu'il est du devoir de l'homme d'entretenir la femme. C'est terminé là. Hein, non, ce n'est pas terminé parce que moi je ne suis pas... Mais il y a une qui n'est pas d'accord. Moi je ne pose pas totalement l'analyse de Achille Oucho parce qu'il faut éviter de contextualiser et de dire le contexte africain quand on a les moyens. Au fait, les moyens, la domination par les moyens, c'est un faux problème. Au fait, dans la culture africaine aujourd'hui, quel que soit celui qui a les moyens dans un couple, c'est l'homme qui est le dominant. Et même quand la femme a les moyens et qu'elle essaie de dominer l'homme et que ça crée un problème, même dans la famille de l'épouse qui a les moyens, qui tente de dominer, les gens lui diront non, que tu es sous la responsabilité d'un homme et que tu... Non, ce que je dis, c'est ce qui est admis de façon générale. Maintenant, la femme qui a les moyens et qui baille, va chercher peut-être à dominer. Mais je dis culturellement, les gens vont lui dire, même dans sa propre famille, même si tu as plus de l'argent que ton mari, ce n'est pas à toi de dominer le foyer, mais c'est à l'homme. L'argent là, ce n'est pas encore beaucoup. C'est là suffisamment de sous. Même dans sa famille, les gens n'ont même pas le courage. Non, les gens dont parlent. Nous sommes dans le contexte. Les gens n'auront même pas raison de parler. Non, nous sommes dans le contexte que eux-mêmes. Est-ce que c'est comme ça qu'ils agissent? Achille, s'il te plaît, nous sommes dans le contexte d'un foyer, d'un couple. Maintenant, si vous élargissez la domination de l'argent à la famille et qu'elle arrive à faire taire aussi la famille par ses moyens, là, elle peut avoir le pouvoir aussi bien sur le mari que sur la famille. Mais je dis de façon contextuelle, si la femme a un peu plus de moyens que l'homme, ça ne lui donne pas le pouvoir de domination déjà sur l'homme. Maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, nous savons tous que c'est l'argent qui est dominant. Donc, c'est un raisonnement d'intellectuel. Ce n'est même pas... Je ne savais pas qu'on faisait un débat de non-intellectuel. Ce n'est même pas encore une domination, c'est une subordination. Et c'est une tendance naturelle que chaque fois je te demande de l'argent, ça va de soi. L'orgueil te pousse à me demander, bon, ben écoutez, qu'est-ce que tu veux? C'est une question d'éducation aussi. Non, dans la culture africaine, je pense que même si la femme a plus de moyens que toi, moi je pense jusqu'à aujourd'hui, même si la femme a plus de moyens que toi, dans un foyer, la femme a toujours tendance à la soumission. C'est-à-dire à demander la permission à l'homme. Vous parlez de l'ancienne génération? Non, je parle même de la génération actuelle. Okay. Sauf que si l'homme parfois dévie, la femme a tendance parfois à appuyer sur l'aspect « j'ai plus de moyens que toi, j'ai plus de pouvoir que toi » pour réagir. Mais si dans un foyer normal où la femme a plus de moyens, où tout est normal, je pense que la femme n'agit jamais généralement sans se référer à l'homme, parce qu'elle reconnaît toujours la domination de l'homme dans le foyer. En tout cas, maintenant, dans un autre cas, on peut aller vers... Non, il est dangereux que la femme ait plus de moyens. Moi, je ne le pense pas. Que l'homme. Il est dangereux. Quel que soit l'amour que vous avez l'un pour l'autre, je crois qu'on devait tout faire pour que, bon, cela je ne voudrais pas dire que cela n'arrive pas. Mais c'est grave ce que vous dites. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave dans la mesure où je le dis et je crois qu'on devait comprendre que c'est une tendance naturelle. Lorsque c'est-à-dire, la main qui donne est toujours en haut et la main qui reçoit en bas. Et ça, c'est clair. Votre femme va commencer par vous demander des comptes. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Mais à un moment donné, vous allez, parce que l'orgueil de l'homme, cette tendance à dominer, va vous amener à commencer par réagir. Et c'est à croire que votre femme joue aux riches. Bonjour les dégâts. Je crois que c'est la raison. Mais dans un couple, est-ce que, moi je ne sais pas, le problème tel que c'est posé, est-ce que nous sommes dans un couple où l'homme pour dépenser 1000 francs va se référer à l'épouse? Moi je ne pense pas que c'est pas là. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un couple où la femme a plus de moyens que l'homme. Je pense que apparemment, parce que l'argent donne le pouvoir, je pense que la femme a apparemment plus de pouvoir que l'homme.
Mais est-ce que dans le contexte africain, une femme qui a plus de moyens que l'homme domine le foyer? Moi, je pense que c'est dans cet aspect. Maintenant, si l'homme, pour dépenser 1000 francs ou 2000 francs ou 3000 francs, doit se référer à l'épouse, je pense que là, il y a assurément une certaine faiblesse du côté de l'homme. Moi, je pense que c'est dans ce contexte que moi, je situe le sujet. Maintenant, si c'est dans un contexte de domination totale où c'est la femme qui fait tout, moi, je pense que quel que soit le contexte, si on est africain ou pas, il y a une tendance naturelle à vouloir dominer quand c'est vous qui avez... Je le rejoins sur cet aspect du dossier. Crois que c'est pas encore que en Afrique. Entretenir, ça veut dire que même les besoins les plus primaires, les besoins basiques, c'est la femme qui les satisfait. Où est le problème? Pardon? Où est le problème? Bon, le problème, c'est qu'il y a un orgueil naturel et je crois que cet orgueil devait nous amener en tant qu'hommes à nous dire à travailler dur pour assumer nos responsabilités. Pour dominer. Voilà, merci beaucoup. Pour terminer, retenez tout simplement dans une maison, si l'homme a 1000 francs et la femme a 1 million, sachez qu'il y a 1000 francs dans cette maison. Oui, ça veut dire que le 1000 francs domine. 1 million. Merci beaucoup. Sans transition, Gaspard Diamonsi, l'activiste panafricain Kami Seba, potentiel candidat à la présidentielle de 2026. Il blague là, hein? Bon, pour moi, c'est une grosse blague pour l'instant parce que je ne sais pas. Bon, moi, j'envisage, j'observe, je regarde et je me dis, il a quelle popularité pour prétendre se porter candidat. Bon, c'est vrai que moi, je le lis beaucoup sur les réseaux par rapport à son activisme, soi-disant panafricain, en griffe, parce que moi, je ne le reconnais même pas comme un panafricain, parce que le panafricain n'est pas dans le discours. Celui qui dit qu'il a une tendance à vouloir arracher les Africains de la domination européenne, française, anglaise, américaine, et qui tente de les ramener dans une domination russe ou autre, moi, celui-là est toujours un subordonné des puissances étrangères. Je ne vais pas dans ce débat-là, mais moi, j'attends d'abord. Parce que pour l'instant, ce n'est pas trop clair. Il y a une tendance qui dit il tente de démentir selon les informations que j'ai. Maintenant, j'attends que véritablement... Mais moi, ça ne me laisse ni chaud ni froid parce que j'estime que ça va être un flop, un terrible flop, qu'il soit candidat ou pas. C'est juste un effet d'annonce. À mon avis, hein, un avis qui peut ne pas compter, mais c'est ce que je pense. Qu'il le soit ou pas, je ne pense pas que ça ait un impact important dans ce pays. Effet d'annonce, Achille Osso. Oui, mais ça, tu commences toujours comme ça. Il a fait un ballon d'essai et bon, peut-être que les quelques jours que le test a passé sur sa page Facebook lui ont permis de comprendre que, bon, et que ce n'est pas parce qu'on fait un combat pour dire qu'on veut libérer l'Afrique ou le Bénin donc du joug français que d'office on est sauveur du peuple béninois. Bon, je crois que jusque-là, il n'a pas démenti qu'il a écrit sur sa page que le Bénin n'est ni la propriété de Patrice Talon, ni celle de Yahi Boni, et qu'ils sont tous deux dépendants ou qu'on appelle assujettis à la France, et qu'en tant que tel, il va utiliser tous les moyens pour les combattre, même s'il faut se présenter à cette élection-là. Et je crois que c'est sur ce bout de sa phrase ou de sa déclaration que les gens se sont basés pour faire cette analyse qu'il prétend être candidat aux prochaines élections présidentielles. Mais heureusement que lui-même s'est rattrapé avec un autre test pour dire que s'il devait être candidat, il fera une déclaration officielle à la fin. Il fera une conférence de presse pour annoncer qu'il a le courage de ses actions, de ses engagements. Bon, nous attendons de voir ce qui est sûr. Il est citoyen béninois et si il pense qu'il peut être candidat, je crois que si la Constitution lui permet donc, s'il remplissait les critères, les conditions pour être candidat et que sa candidature était acceptée donc, des institutions en charge des élections et qu'il avait aussi, il a réussi à passer les barrières du filtrage parce qu'il y a la question de comment vous appelez, de parrainage qui est là. Bon,
s'il peut arriver à passer toutes ces barrières et être candidat, bon, je crois que les Béninois vont apprécier sa candidature et que nous sommes tous là pour... C'est vous qui dites qu'il est citoyen béninois, moi je n'en sais encore rien. Il s'appelle Stélio. Non, pour l'instant, il a la double nationalité, il a la nationalité française. Et nous sommes encore à quelques années de l'élection présidentielle. Et je crois que selon les trucs de la CEDEAO, de l'UEMOA qui interdisent la révision, c'est 6 mois avant les élections. Et je pense que on peut, écoutez, le séjour, je crois. Un test, non, c'est pas le séjour. Un test. Ah oui, la révision des tests. Okay. Peut revenir et refuser la candidature au double citoyen. Il y a des pays qui n'admettent pas la double citoyenneté. Ça, tu dois renoncer d'abord à une nationalité. Et si tu renonces à une nationalité, tu échoues. Non, ça veut dire que son combat n'est pas, c'est un combat âpre. Et je crois qu'il doit soutenir, il doit vraiment soutenir. Je sais qu'il a un certain nombre de soutiens, mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour qu'il aille dans le sens où il veut aller. Mais de toutes les façons, il se dit assez courageux. Donc, on va observer. Moi, je ne sais pas quelle est cette tendance de lutte panafricaniste qui consiste à combattre une puissance étrangère contre... et de penser surtout qu'il faut avoir le pouvoir suprême. Moi, je suis un panafricaniste. Et de mon petit coin, je me bats pour que l'Afrique gagne, pour que le Bénin gagne. Mais je n'ai pas demandé à être président de la République pour faire... C'est une question d'ambition. Bien sûr, je sais qu'il est plus ambitieux que moi. D'ailleurs, moi, je ne connais pas le chemin de la Russie. Le panafricanisme, je ne connais pas le chemin de Poutine ou de la Russie. Le panafricanisme voudrait qu'on amène les pays africains à rompre totalement les amarres avec les puissances étrangères. Mais ce que nous voyons là... Non, c'est le problème. En fait, moi, je n'ai pas de problème particulier par rapport à ces aspects parce que pour combattre une force de l'envergure de l'Europe, des Occidentaux, il faut trouver une force aussi forte. Je pressens qu'il recherche. Mais en le recherchant, il se met aussi sous le joug d'une autre puissance qui, après la victoire, va essayer aussi de le tirer dans son sens. C'est dans cet aspect-là qu'on se dit, si vous quittez une puissance pour tomber dans une autre puissance, votre combat, c'est un combat vain. Surtout si vous proclamez que vous faites une guerre contre l'impérialisme, contre la domination étrangère, tout et tout. Moi, je préfère qu'on dise, par rapport aux échanges que nous avons avec les Occidentaux, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe, qu'il y a des aspects qui ne nous avantagent pas et que les Russes, peut-être, ont des aspects qui peuvent nous avantager un certain point. Mais quand vous observez aujourd'hui, les Russes, là où ils sont aussi, en Centrafrique, ainsi de suite, c'est un pillage systématique des ressources africaines. Donc, moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un me vilipende les États-Unis, la France et autres, là, et qu'ils tentent de nous amener dans quelque chose de similaire ailleurs. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi. Malaise au sein du conseil communal. Là, on va directement à Chiachi, là. Après un coup, la session budgétaire boycottée à Chiachi. C'est vrai que je ne siège pas au sein du conseil communal. Mais j'ai appris. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le boycott a emballé les deux partis siégeant au sein du conseil communal. C'est-à-dire c'est tous les conseillers, aussi bien de l'UP, dont le maire est issu et des conseillers de l'autre parti, le bloc républicain aussi. Et donc, on lui reproche quoi concrètement? Bon, on lui reproche une gestion autoritaire. Une gestion cavalière, on lui reproche une opacité autour donc de sa gestion. Bon, ça a toujours été le même discours partout, parce que partout, vous voyez que on veut s'attaquer aux cheveux de l'autorité. Donc, c'est toujours ces raisons-là qu'on avance. Bon, maintenant, je me pose une question. Avec les réformes de la décentralisation, est-ce qu'il est vraiment possible encore au maire de gérer seul, de bouffer seul? Alors, parce que dénoncer le maire dans ces conditions, pour moi, c'est dénoncer en même temps le secrétaire exécutif. Et aussi, il y a ce qu'ils appellent aujourd'hui la commission le conseil de supervision, merci. Et donc, ça veut dire que toutes ces instances sont emballées et en tant que telles, je crois que ce serait trop orienté que de dire que le maire fait une gestion cavalière ou opaque. Bon, en tout cas,
Et nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Les conseillers ont certainement leur raison. Et je crois que ça va permettre au maire aussi de se mirer parce que là, si sa famille politique arrive là à l'attaquer, ça veut dire qu'il y a vraiment malaise. Il y a malaise. Achille et Gaspard Diamansi? Moi, je suis un peu embarrassé honnêtement par ce sujet-là. Et parce qu'aujourd'hui, c'est généralement admis que les maires ne gèrent plus, que ce sont les secrétaires exécutifs qui ont beaucoup plus le pouvoir exécutif au niveau des communes. Et bon, c'est vrai que le maire a la possibilité, ou bien selon les tests, c'est toujours lui qui conseille, qui convoque le conseil communal, parce qu'il y a des SE qui ont tenté, qui ont échoué, et à qui les tests ont prouvé que ce n'est pas à eux de convoquer le conseil. Mais aujourd'hui, je crois que la gestion au quotidien des communes, ça dépend beaucoup plus des secrétaires exécutifs. Donc, le débat au niveau de avant-coup, moi j'estime que c'est un débat beaucoup plus politique. Il ne faut pas en faire un débat technique pour penser que le maire gère mal. C'est vrai que peut-être ces conseils, ceux qui sont de son bord, ne sont pas satisfaits. Et il faut comprendre aussi qu'à avant-coup, c'est seulement d'une voix, un peu comme la plupart des communes, le bloc, comme autant, c'est juste d'une voix que les conseillers UP qu'il a pu gagner ces élections-là. Et je suis peut-être que dans sa gestion, il n'arrive pas à concilier tous ces conseils. Mais moi, je pense beaucoup plus que... Et je me pose même la question de savoir si c'est véritablement le maire qui est visé ou si ce n'est pas une autre personnalité politique qui est visée dans ce combat politique au niveau de la commune d'Avrancourt. Dans le débat, je n'entends même pas parler... Non, je n'entends même pas parler du SE, qui est véritablement le gestionnaire aujourd'hui. L'acteur principal de la gestion de la commune d'Avrancourt. J'admets que le maire a peut-être commis des erreurs, mais on pourrait... Vous voulez dire que le maire n'a pas la coups de franche pour le maire? Non, aujourd'hui, aucun maire, non. Il y a un tireur de ficelle derrière. Aucun maire aujourd'hui n'a de coups. À moins que vous me démontriez qu'à Avrancourt, qu'il y a une complicité vraiment entre le maire ou le SE qui permet aujourd'hui de dire que c'est toujours le maire qui tire les ficelles. Sinon, aujourd'hui, les maires n'ont plus de pouvoir. Ça, c'est compris de tout le monde. Merci beaucoup. On quitte Avrancourt pour la commune d'Abomey-Calavi. Là-bas, le maire Awandinou, ils ont voté son budget. C'est budget, non? Oui, la session budgétaire. Oui, ça a été adopté. C'est devant le budget de la commune et peut-être le budget de la SE. Plus le budget du maire. Non, c'est le budget de la commune. Bon, d'accord, je suis d'accord avec le budget de la commune. Ils ont validé, mais par contre, il y a... Mais c'est plus le budget du SE, c'est pas lui qui exécute. Non, mais le maire continue d'être ordonnateur, d'une manière ou d'une autre. Même si le SE doit techniquement agir, il y a le maire qui donne quand même son OK par rapport... C'est leur budget commun. Donc, le budget voté étant voté, ils ont voté le budget, mais par contre, la SE est critiquée. Karine Lao, Gaspard Diamansi. Abomey-Calavi. Tout à l'heure... On est en train de bousculer les habitudes là. Non, vous savez, on vient de quitter une commune où ce n'est que le maire qu'on attaque. On tombe dans une autre commune, on attaque. Mais c'est la SE. Donc vous avez, il y a une certaine ambiguïté. Ça veut dire que la réforme a un souci. La réforme a un souci de clarification d'un certain nombre d'aspects. Donc à Abomey-Calavi, je suis d'accord que, parce qu'à Abomey-Calavi, il y a des problèmes particuliers. Moi, je pense que le maire doit se remettre en cause. Personnellement, j'estime que le maire doit se remettre en cause. C'est vrai que de ce côté-là, ce n'est que de la SE qu'on s'attaque, je dirais, la pauvre SE. Mais je n'ai pas senti, depuis que la mise en œuvre de la réforme a commencé, je n'ai pas senti qu'il y a eu un problème mis en avant publiquement entre le maire et la SE. Donc, moi, j'estime que ceux qui s'attaquent à la SE s'attaquent en réalité au maire entre griffes. On ne sait pas comment cela va se passer. On attend de savoir, mais moi, ça me pose véritablement le problème. Parce qu'on a quitté une commune pour une autre. Vous avez constaté... On a deux problèmes différents. D'un côté, le maire, avant coup, c'est le maire qui est toujours fort. Et c'est à lui qu'on s'attaque. Et à Abomey-Calavi, c'est à la SE, le maire est tranquille. Alors que, selon moi, ce que je constate, à Abomey-Calavi, le maire est plus fort que tout. C'est votre analyse. Oui, un jeune maire qui a besoin d'être canalisé parce qu'il a un peu d'ego et de... Il est gonflé là, hein, vous voulez dire, c'est ça? Il n'est pas un ballon. Oui, mais je pense qu'on a besoin quand même
de le recadrer. Bon, vous avez dégonflé, on a besoin de le dégonfler. Achille Osso, c'est la même analyse de votre côté. Non, mais je voudrais d'abord faire constater que les habitudes ont la peau dure. Très rapidement. Et vous savez que la commune d'Abomey-Calavi a toujours été une commune à problème. C'est une commune à histoire, c'est une commune qui a toujours un problème de stabilité de son conseil communal. Une commune qui a un maire à l'extérieur. C'est quand même terrible la commune. C'est comme le Cameroun, une des communes spéciales du Bénin. Hein. C'est comme c'est une commune à l'image du Cameroun au Bénin. Donc vous savez, le Cameroun a son président toujours à l'extérieur. Donc il faut dire ici que bon, nous constatons qu'on s'en prend à la SE. Bon, je voudrais croire que elle fait les choses dans les règles de l'art et qu'on ne devrait pas lui reprocher. Mais elle va collaborer comment? Bon, moi, je ne sais même pas quel lien elle peut avoir avec les conseillers communaux. Bon, peut-être que pour les petits problèmes qui se posent, il faut qu'elle-même, elle s'ouvre. Elle ait l'écoute facile et que, bon, elle dise les choses aux gens telles que cela devait se passer. À chercher à lui forcer la main. Bon, elle a raison de résister parce que c'est elle qui sera comptable de sa gestion. Les conseillers communaux ne seront pas là pour répondre avec elle. Mais il faut quand même que ça se passe dans la courtoisie et dans le respect mutuel. Je crois que ce n'est pas ça qu'on lui reproche. Si c'était ça, on va peut-être lui demander de revoir aussi un peu sa copie. Mais si tel n'est pas le cas, je crois qu'elle devrait rester droite dans ses bottes et continuer à travailler normalement. Si entre le maire et lui, le courant passe normalement et que au sein du conseil communal, elle arrive à faire les choses comme cela se devait. Les quelques conseillers, il faut quand même qu'on trouve un terrain d'entente pour... Vous savez, cette réforme-là, c'est une réforme. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Elle est bonne. Pardon? Elle est bonne. Non, ce qui est sûr, elle est en train de faire son chemin. Nous allons l'évaluer ensemble. Je crois que ça fait environ un an là. On va l'évaluer ensemble et bon, peut-être corriger les imperfections. Merci beaucoup. C'est définitivement terminé. Latifat Kouenou est elle est pressée pour qu'on boucle et on passe à autre chose au niveau de la régie. Donc, le baromètre en 15 secondes. Qui monte, c'est... bon, qui descend. Qui descend, c'est le maire de la commune d'Avoncourt. Je crois qu'avoir tout le conseil communal contre soi est un mauvais signe. Un mauvais signe. En fin d'année en plus là. Ouais. Surtout qu'on sait comment nos conseils communaux sont composés aujourd'hui. Normalement tout va se passer bien maintenant. Et qui monte? Qui monte, mais je suis tenté quand même de dire que qu'on le veuille ou non, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Bon, pour avoir jeté le pavé dans la mare, Kémy Séba a quand même eu le courage de dire qu'il peut se présenter à une élection présidentielle. J'attends de voir s'il va faire une conférence de presse pour dire son démenti formel. Merci beaucoup. Gaspard Diamossi, qui descend de votre côté? Kémy Séba. Oui, parce que je n'ai même pas envie d'abord de me prononcer sur sa prétention d'être candidat ou pas, mais c'est trop facile de penser que quand on fait un petit combat de rue et qu'on essaie, que les gens vous écoutent un peu, que les gens pensent que vous faites un juste combat, que vous pouvez... Son combat restera un combat peut-être de rue. Mais je ne suis pas sûr que les Béninois puissent lui faire confiance jusqu'à lui donner la magistrature suprême. Donc, c'est une prétention c'est trop grand pour lui. Je le pense. Qui monte? Qui monte, j'ai envie de dire que c'est... Achille Pouavourier. Le maire d'Avrancourt. Non, ce n'est pas le maire d'Avrancourt. Ah oui, qui monte? Boni Yahi. Il n'a encore rien fait cette semaine pour monter. C'est Eric Onleté qui monte. Encore? Oui, pour moi, c'est lui. Ah, ça alors. Parce que, vous savez, dans la vie, c'est quelqu'un qui a été président, qui a présidé, qui a été rétrogradé. Et tout le monde a pensé que c'est un mécontent qui va. Mais non, il est resté droit dans ses bottes. Il a défendu même sa position
dans les médias et tout. C'est pas facile. Et il a fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait des gens de cette trempe-là dans ce pays-là. Des gens qui ne sont pas accrochés aux positions, qui sont accrochés aux principes. Son principe, je pense que c'est que la gouvernance change, qu'il soit président des démocrates ou pas. Je pense qu'il est resté ferme sur ce principe-là. Maintenant, l'avenir nous dira s'il va changer par rapport à ça ou pas. Vous êtes sûr qu'il ne fait pas bonne fortune contre mauvais cœur? Pour le moment, j'analyse sur sa bonne fortune. Après, peut-être que vous analyserez sur sa mauvaise fortune. C'est définitivement terminé pour ce vendredi. Gaspard Diamansi, Achille Osso, Alphonse Boton, Patrice Ayonton, Kabiru Adiadi, Latifat Koueno. Bonsoir chez vous et à vendredi prochain. Au revoir. Contradiction, une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamansi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.